Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, la chaîne de Superburn 10 pour une vidéo surprise et inédite puisque j'aime faire des vidéos tests sur des dessins animés ou sur des films, plutôt des vidéos spéciales à vie, pas des vidéos tests, hein, on ne teste pas un film et un dessin animé. Eh bien, surprise, tiens, ici j'entame donc une vidéo à vie perso, hein, qui n'engage que moi, sur les séries. Et je commence par une petite série culte. En tout cas pour moi qui suis un fan de films d'horreur, ben, vous serez surpris de découvrir que j'aime aussi La Petite Maison dans la Prairie. Et oui, pour ceux qui avaient fait... Attendez, je vais éteindre la lumière parce que j'ai peur qu'il y ait un reflet. Donc voilà, j'étais à la lumière parce que j'avais peur qu'il y ait un petit reflet. Donc, pour ceux qui connaissent ma chaîne, vous ne serez pas trop surpris de voir que je consacre une vidéo à La Petite Maison à la Prairie, étant donné que j'avais déjà mis une ou deux parodies de cette série que j'adore, que j'avais découvert quand j'étais gamin, que j'ai revu avec plaisir quand j'étais plus vieux. Hein. Et je me suis même permis d'acheter les romans. Je me suis fait plaisir en achetant les romans et en découvrant un petit peu tout cet univers qui date de la fin du 19e siècle, début du 20e. Enfin, surtout la fin du 19e siècle, puisque ça s'arrête aux alentours de l'année 1890, 1890. Donc, je vais vous faire un pastiche des deux choses. Mais bon, la difficulté, c'est à la fois la vraie vie de Laura Ingalls Wilder et la vie de la série télévisée. Alors, je vais commencer dans l'ordre. J'ai pris quelques petites notes. Donc, sur la vraie vie de Laura. Donc, cette série est tirée d'une histoire vraie, hein, parce qu'il y en a qui ne le savent même pas, que Laura a vraiment existé. Alors, elle est née du côté de Pepin, dans le Wisconsin, en 1867. Et elle décédera à l'âge de 90 ans, 3 jours après son 90e anniversaire, dans la ville de, que je ne dise pas de bêtises, je sais que ça se passe aux Crêtes Rocheuses, mais j'ai oublié le nom, de Mansfield. Voilà, je crois que ça s'appelle Mansfield, où elle vivra jusqu'à sa mort. Alors, dans la vraie vie, comment dire, ça, voilà quoi, c'est assez intéressant quand on lit les romans parce que ça parle vraiment de la conquête de l'Ouest, comme on connaît ça dans les films, dans les westerns et tout ça, mais sauf que ici c'est vraiment vu à travers les yeux d'une petite américaine, tout ce qu'il y a de plus basique, une petite fille de fermier, bien loin des Indiens, des cow-boys et ainsi de suite. Donc c'est vraiment la vraie histoire qui est racontée en roman, et je vous conseille de vous procurer le livre qui est sorti au Castor Poche Flammarion et qui est écrit par William Anderson, qui raconte toute la vie de Laura, en résumé évidemment, hein, parce que ça ne prend qu'un tome, et là c'est la vraie vie de Laura. Par contre, si vous vous intéressez à ses romans à elle, qu'elle écrira seulement à l'âge de 60 ans, donc aux alentours de 1930, dans la collection jeunesse, donc elle a dû énormément édulcorer ces histoires parce que voilà, ça s'adressait à des jeunes publics, donc il y avait une censure évidemment. Donc en lisant les romans, on comprend que, en lisant à travers les lignes, qu'il y a beaucoup de choses qui ont été édulcorées, comme par exemple rien que le titre du 5e tome, je crois, le terrible hiver. À la base, ce roman devait s'appeler L'hiver meurtrier, mais ils ont trouvé que ce titre était trop violent à l'époque. Donc elle avait écrit Le terrible hiver. En fait, elle faisait référence au terrible hiver qui s'est produit en 1880 et qui a tué plusieurs centaines de personnes, parce qu'il y a eu un hiver qui a duré plus de 6 mois, avec des blizzards qui pouvaient durer 3 jours d'affilée, 3 jours et 3 nuits d'affilée, et qui, voilà, tous les trains étaient bloqués, il n'y avait plus rien pour venir nourrir les habitants. Donc il y en a pas mal qui sont morts de froid, de faim et ainsi de suite, dans la réalité, quoi. Donc en fait, ces romans sont très intéressants pour l'histoire.
Mais ce n'était pas une historienne, elle racontait par rapport à ses propres souvenirs à elle. Donc, comment dire, je ne peux que vous inciter à les lire, ils sont très plaisants à lire, mais n'oubliez pas de lire entre les lignes, en n'oubliant pas qu'elle a été obligée de sortir ça sur la version jeunesse, grâce à sa fille, Rose, qui était devenue écrivain. Elle n'aura d'ailleurs eu qu'un seul enfant, Rose, qui mourra seul en 1968, c'est-à-dire à peine 6 ans avant le premier épisode de la série télévisée, ici mondialement connue, donc en 1974, tourné produit par Blanche Annalys et Michael Landon, quelques épisodes plus loin. Comme ça, donc c'était en 74, donc, et cette série durera jusqu'en 83. Il y aura donc 9 saisons plus une 10e qui comprend 3 téléfilms. Ce qui est intéressant, surtout dans cette série, c'est de se rendre compte que Laura, voilà, c'est vraiment une vie un peu spéciale. C'était une vie de pionnier, de fermier. Dans la série, bon, Charles passe pour être un fermier, rien qu'un fermier, mais dans la vraie vie, il était aussi bien chasseur, menuisier, violoniste. Il a même été maire d'une ville qui s'appelait De Smet, qui était une ville où Laura va passer la plus grosse partie de sa jeunesse, de l'âge de 13 ans jusqu'à l'âge de 24-25 ans, parce que tout simplement, elle n'aura vécu qu'à Walnut Grove que 3 ans. Alors pour prendre les choses dans l'ordre, eh ben, à 3 ans, quand elle a seulement 3 ans, il quitte le Wisconsin pour aller s'installer en territoire indien, dans le Kansas. Seulement Charles ne fait pas très attention, et il ne prend pas la peine d'aller prendre une concession, ce qui fait qu'il va un petit peu trop s'avancer dans le territoire indien. Il se fera chasser par le gouvernement américain parce qu'il n'avait pas le droit de construire une cabane là-bas. Sauf que bon, il partira avant d'être chassé, hein, mais quand voilà, l'armée vient le prévenir, et c'est ce que raconte l'épisode pilote. Du coup, il retourne au Wisconsin, où là, ils ont un enfant, un petit garçon qui s'appelle Charles Junior ou je sais plus quoi, et des trucs là-dedans, mais qui va décéder quelques mois plus tard, hein, mort subite. Et ça, c'est un truc vraiment très spécial, puisque ça arrivera aussi à Laura plus tard dans la vie. Elle aura une fille qui s'appelle Rose, mais elle aura aussi un petit garçon qui mourra lui aussi. Et le pire, c'est que Rose, à son tour, adulte, elle aura un petit garçon qui mourra lui aussi. Donc c'est une famille maudite, hein, par rapport aux garçons, ils ne pouvaient avoir que des filles. Sauf que Rose ne fera pas d'autres enfants. N'en fera pas. Il n'y a pas eu de descendants par rapport à Rose Wilder. Bref. Donc, en territoire indien, Laura a donc 3 ans quand elle s'y installe, ils le quittent 1 an plus tard. Ils retournent au Wisconsin dans leur petite baraque, dans leur petite cabane en rondin dans les bois, où Charles passe son temps à chasser, il est trappeur, il n'est pas vraiment fermier à ce moment-là. Mais bon, voilà, il a pris goût à la prairie, donc ils finissent, après la mort du petit Charles Junior, eh ben, ils quitteront le Wisconsin cette fois-ci définitivement pour aller s'installer près du Plum Creek, c'est-à-dire le petit ruisseau qui se trouve et qui loge près du village de Walnut Grove, qui sera donc mondialement connu. Et toute la série télévisée se passera à Walnut Grove. Ce qui est une erreur en soi, puisque la famille va vivre uniquement 3 ans à Walnut Grove. Donc Laura a 7 ans quand elle arrive à Walnut Grove, et elle a 10 ans quand il la quitte. Tout simplement parce que pendant leur vie à Walnut Grove, malgré qu'il s'est passé de bonnes choses, des trucs sympas avec le village, ben voilà, Charles subit 2 fois, une première année de récolte détruite par la grêle, et les 2 autres années consécutives, il se tape une nuée de sauterelles qui ravage tout sur des centaines de kilomètres. Il devra s'absenter plusieurs mois pour aller chercher du travail pour rembourser ses crédits à des centaines de kilomètres pour trouver du boulot, parce que les sauterelles ont tout détruit. Et l'année suivante, comme les sauterelles avaient pondu, eh ben, ça a ravagé une 2e fois les récoltes, et là, il n'en pouvait plus. Il en avait ras-le-bol, ils étaient endettés, complètement appauvris. C'était en même temps la petite baraque, la petite maison, c'était bien joli, mais en été, c'était caniculaire. Ils crevaient de chaud dans cette cabane, à des 40 degrés. Là,
Et en hiver, c'était quand même déjà, pas des tristes hivers, quoi. C'était des -20, des -30, des 2 mètres de neige, où d'ailleurs Charles a failli mourir pendant un Noël. Heureusement pour lui, il est tombé dans un trou pendant un blizzard, et il a passé Noël dans ce trou-là, à une centaine de mètres de la petite maison, alors que le restant de la famille s'inquiétait, n'osait pas le dire, n'osait pas en parler entre eux, mais pendant 3 jours, pendant 2 jours, ils ont dû attendre la fin du blizzard pour espérer qu'il ait survécu. Et effectivement, bon, il avait survécu, mais vraiment uniquement par chance, en mangeant les petits gâteaux de Noël qu'il avait ramenés du village, et en restant dans cette espèce de trou où la neige l'a protégé du froid. Truc là-dedans. Donc voilà, quoi. C'était pas un très bon souvenir pour Charles, qui d'ailleurs, quand il quittera Walnut Grove, dira: je quitte ce pays maudit. Donc on est loin de l'image de la série sur Walnut Grove. En même temps, on peut comprendre que la série ne se passe qu'à Walnut Grove, puisque quand ils vont aller à 2 mètres, ça va être une sorte un nouveau Walnut Grove, si vous voulez. Donc c'est peut-être que les producteurs n'ont pas voulu se compliquer la tâche, puisqu'ils construisaient quand même les bâtiments et tout ça, donc ils auraient dû en construire d'autres pour faire une ville différente, un village différent, mais qui aurait été la même mentalité, quoi. Donc dans la série, c'est resté à Walnut Grove. Mais bon, c'est pas tout à fait juste, et c'est un petit peu injuste pour 2 mètres, qui est complètement, enfin pas complètement méconnu, mais qui, par rapport à Walnut Grove, voilà, Walnut Grove, grâce à la série, est connu dans le monde entier. Et de se mettre, il faut vraiment les fans de la série qui ont lu les romans et tout ça, qui sont au courant, quoi. Même s'il y a un musée Laura Ingalls dans ces 2 villages, hein, qui existent toujours actuellement. Mais, n'anticipons pas, donc quand ils quittent Walnut Grove, ils vont d'abord vivre 1 an à Burr-Oaks, une petite ville en briques rouges, assez moderne, assez sympathique. Le problème, c'est qu'étant tellement pauvres, ils finissent par se faire remarquer, et jusqu'au jour où une femme vient carrément proposer à Caroline d'acheter Laura, parce que comme c'est une famille nombreuse, et que c'était une veuve, elle proposait d'acheter un enfant pour les soulager financièrement. Ce qui va énormément vexer Charles et Caroline, et ils vont quitter Burr-Oaks précipitamment. Voilà quoi, parce que ils avaient vraiment mal pris ça, d'être considérés vraiment comme très pauvres. Mais ce qui a été le cas. Donc du coup, ils sont retournés à Walnut Grove, où ils ont logé chez des amis pendant quelques mois, puis dans la petite cabane qui était que de toute façon personne n'avait racheté. Et à ce moment-là, hélas, ils attrapent la scarlatine, sauf Charles et Laura, qui doivent faire tout seuls. Et Caroline et Carrie se remettront de la scarlatine, mais pas Marie. Enfin si, elle se remettra, mais elle perdra la vue, à l'âge de 13 ans. Donc c'est encore une catastrophe supplémentaire qui arrive encore à Walnut Grove. Donc décidément, ils n'ont vraiment pas de chance par rapport à ça. Heureusement, la tante d'Ossia va se pointer chez eux et proposer à Charles du travail dans une ville en construction, donc 2 mètres. Et Charles va bien sûr accepter. Il va partir tout seul parce que Marie n'est pas en état de voyager, elle doit se remettre de la scarlatine. Donc il part pendant 2 mois ou 3 mois seul travailler sur les chemins de fer. Et puis il fait venir toute la petite famille à 2 mètres carrément sur le champ de construction où il travaille là pour rémunérer le magasin des ouvriers qui se trouvent là. Ils passeront l'hiver sur le truc de construction un peu par chance pour garder le matériel. Et après ils verront l'arrivée des pionniers, des nouveaux fermiers, dont les Wilder, dont un des 2, Almanzo, deviendra le mari de Laura, des années plus tard. Donc ils vont vivre là, ils vont voir la ville pousser, les bâtiments se faire construire petit à petit, et la ville, voilà, s'appelle 2 mètres. Et Laura passera toute son adolescence à 2 mètres, c'est là qu'elle obtiendra son diplôme à l'âge de 15 ans. 2 mois avant le truc légal, elle commencera à faire l'institutrice, parce que bon, elle était super bonne à l'école, elle s'était promis, elle qui n'aimait pas l'école, mais par rapport à Marie, elle avait promis de décrocher son diplôme d'institutrice, puisque c'était Marie qui voulait devenir institutrice, mais ne pouvait plus le faire puisqu'elle était devenue aveugle. Et en même temps de trouver le pognon nécessaire pour l'envoyer dans une école spéciale pour non-voyants pendant 4 ans, dans une espèce d'université, où Marie finira par y aller pendant 4 ans, avant de revenir et de finir sa vie vieille fille, parce qu'elle ne rencontrera jamais Adam Kendall, qui que ce soit, elle n'aura jamais d'enfant, elle vivra chez ses parents le restant de sa vie,
Et puis, à la mort de ses parents, elle vivra un temps chez Carrie, puis un temps chez Grace, avant de décéder en 1928, à l'âge de 62 ans, donc, d'une pneumonie. Truc là-dedans. Donc, et pour les décès, Charles mourra en 1902 à De Smet, donc, parce qu'il était cardiaque, et il avait seulement 66 ans. Quant à Caroline, elle mourra en 1922, je crois, à l'âge donc de 80 ans, donc de vieillesse naturelle, comme ça. Et puis, donc après, c'est Marie en 1928. Et puis, alors après, ce sera Grace dans les années 30, fin des années 30. Et puis, alors dans les années 40, ce sera Carrie et Almanzo, qui aura 90 ou 92 ans, je crois, quand il décède, lui. Donc, ils ont vécu vraiment longtemps, comme ça. Et qui meurt en 47 ou quelque chose comme ça. Et Laura, donc, à 90 ans, 3 jours après son 90e anniversaire, en 1957. Donc, ça, c'est pour la vraie vie, les itinéraires qu'ils ont vraiment traversés. J'en oublie peut-être l'un ou l'autre, je ne vois pas trop, ce que j'ai peut-être oublié de mentionner, puisque je ne tiens pas à parler pendant 1 heure non plus sur cette série, mais après, donc voilà, ces romans ne pouvaient tomber que dans les mains de réalisateurs et de producteurs à la télévision. Et à cette époque, dans le début des années 70, évidemment, 70, il y avait évidemment encore beaucoup de gens qui avaient des parents qui avaient connu cette époque. Et comme disait Laura elle-même, elle ne pouvait pas passer à côté de raconter toute cette période de pionniers, de conquête de l'Ouest et de sombrer dans l'oubli. Et c'est pour ça que les romans ont tellement bien fonctionné qu'ils ne pouvaient être qu'un jour ou l'autre adaptés à la télévision. Alors le casting, cette série, maintenant on parle de la série, forcément, depuis il y a eu des reprises, hein, il y a eu des téléfilms faits avec d'autres acteurs et tout ça, mais ils n'atteindront jamais le charme et le charisme que dégagent les personnages de cette série. Le casting était vraiment particulièrement réussi. C'était vraiment un casting de rêve. Et ici on voit Madame Olson, Catherine McGregor, qui est une espèce de Louis de Funès au féminin quand on y pense. Il y a bien sûr Michael Landon qui lui est décédé d'un double cancer à l'âge de 54 ans en 1991. Mais bon, la série s'était arrêtée en 83. Michael Landon avait rebondi avec Les Routes du Paradis. Jusqu'en 87, jusqu'à la mort de Victor French, son meilleur ami, qui jouait le rôle d'Edwards dans la série. Et ça l'avait beaucoup marqué. Est-ce que c'est ça qui lui a filé un cancer? Je ne sais pas. En tout cas, bon, cette série a duré 10 ans. En 82, donc c'était la 9e saison, et les audiences étaient encore très bonnes, même si la 9e saison a été énormément critiquée parce que Michael Landon l'avait laissé à Melissa Gilbert qui jouait le rôle de Laura. Donc Melissa Sue Anderson jouait le rôle de Marie, mais Melissa Sue Anderson avait quitté la série à la fin de la 7e saison, comme Alison Algrim, celle qui jouait Nellie, parce que c'était en fin de contrat, ils avaient signé des contrats de 7 ans. Et évidemment, après, à cette époque-là, jouer dans La Petite Maison à la Prairie, c'est un peu comme jouer dans Plus belle la vie aujourd'hui, quoi, hein, ou dans Hélène et les garçons. C'était beaucoup de mépris, beaucoup de cynisme. Et voilà, quand on est jeune fille, tout ça, vous vivez forcément un peu mal. Donc forcément, vous voulez passer à autre chose, faire d'autres choses, surtout qu'ils ne pouvaient même pas accepter d'autres rôles où elles pouvaient jouer les mauvaises de service, les bad girls. Donc quand on est actrice, évidemment, c'est un peu frustrant. Mais voilà, la réalité, c'est que 30 ans plus tard, elles s'y sont maintenant toujours attachées. Et cette série est devenue culte, alors que c'est une série qui est, je crois, le succès vient surtout de la mise en scène, du jeu des acteurs et du charme des acteurs, et de cette atmosphère particulière qu'on ne retrouve nulle part ailleurs dans aucune autre série. Alors c'est pas non plus une série à l'eau de rose, c'est pas une série qui fait pleurer dans les chaumières à longueur de temps, il y a autant d'humour que de drame, mais tout le long de la série est bonne. Et même la 9e saison, qui était très critiquée par les fans à l'époque de sa sortie, aujourd'hui est considérée comme une des meilleures, grâce à l'arrivée de Shannon Doherty qui jouait le rôle de Jenny Wilder, la fameuse Shannon Doherty qui fera Beverly Hills un peu plus tard, puis Charmed, puis qui aura une vie un petit peu dissolue, mais ça, bon, c'est sa vie privée. Mais, et la petite, je n'ai plus retenu son nom, mais qui jouera le rôle de Nancy
Olson, mais qui sera à l'époque comparée à Nellie, alors qu'elles étaient complètement différentes, quoi. Nellie et Nancy n'étaient pas du tout les mêmes petites filles, et Laura et Jenny n'étaient pas du tout les mêmes petites filles non plus. Les caractères étaient vraiment bien différents. Je trouve que Nancy était beaucoup plus cruelle et méchante que Nellie. Nellie était une petite pourrie gâtée. Elle était méchante, mais elle n'était pas cruelle, quoi. Quand on pense à Nancy, dans le premier épisode où elle apparaît, c'est à peine si elle ne tue pas une fille pour un concours de chant, quoi, en l'enfermant dans une glacière. Un truc que n'aurait jamais fait Nellie Olson, par exemple. Donc c'était quand même beaucoup plus virulent, je trouve. Donc, et aujourd'hui, la 9e saison est adorée par les fans, eux aussi. Bon, les 3 téléfilms qui restent, c'était pour finir la série, hein, entre guillemets en beauté. Bon, on n'a pas tellement aimé la mort d'Albert, puisque c'était un personnage qui n'existait pas dans la réalité. Ben, Michael Landon a décidé de le supprimer à la fin de la série, ce qui est un peu dommage et qui a donné un cafouillage, puisqu'il y avait un épisode qui disait que des années plus tard, il revenait en tant que médecin à Walnut Grove. Donc ça ne correspondait pas vraiment avec sa mort, ce qui a fait vraiment polémique chez les fans. Et le dernier épisode où ils détruisent tout, qui bien sûr ça n'a jamais existé, et ça n'a pas non plus une décision de Michael Landon qui en avait marre. C'est simplement que, puisque les chaînes de télévision arrêtaient la série abruptement comme ça, ben, ils ne voulaient pas que les bâtiments qu'ils avaient construits pour cette série servent à d'autres téléfilms ou à d'autres films. C'était leur bâtiment, leur construction à eux. Et c'est pour ça qu'ils ont écrit un épisode sur la destruction des bâtiments qui n'est pas du tout fictive, hein, ils les font vraiment exploser, ils les détruisent vraiment à Simin Valley, hein, un terrain qu'ils avaient loué à quelques kilomètres de Hollywood, où il y faisait très chaud. Et ce terrain existe toujours, mais bon, il n'y a plus rien dedans, quoi. Il est redevenu sauvage, même si la femme de Michael Landon a à un moment donné voulu racheter le terrain pour en faire un truc un mémorial à la série, ça coûtait beaucoup trop cher. Et ça ne s'est pas fait, visiblement. Mais bon, dans les DVD, donc les box qui sont quand même sortis, il a fallu attendre des années pour avoir les box. Ils sont sortis chez Universal, mais ils ont été salauds chez Universal, puisque ils ont vraiment accepté de mettre... Il y a des bonus, il y a des quiz, il y a des interviews et tout ça. Donc je vous les conseille vraiment, ces DVD, mais ils ont zappé la version originale, c'est-à-dire la version anglaise. Donc ça, c'est un peu dégueulasse. Peut-être qu'un jour, ils vont ressortir les box avec la version anglaise sous-titrée. Mais ça, c'est commercial à fond. Hein. Vous imaginez bien que pour les séries, c'est encore pire que les films. Hein. On peut vous ressortir 3-4 fois la même série en mettant dans une des bonus inédits, des versions originales dans l'autre, et je sais pas moi, des Macintosh ou des bêtisiers dans une troisième. Hein. Ça, c'est le côté pognon, malheureusement. Hein. Mais enfin, sinon, voilà, les box DVD, il y en a 10 en tout aussi. On peut les acheter séparément ou en entier dans un box spécial, mais je vous conseille de les acheter séparément, ça reviendra moins cher. Sauf si vous voulez avoir un petit livret de Patrick Loubadière qui a écrit et qui n'est que disponible que dans le box intégral. Mais il faut acheter les 10 box en même temps et c'est quand même pas donné, surtout pour un petit livre qui ne compte que quelques pages. Donc faut pas exagérer. Ah, Universal a bien aimé arnaquer les gens, mais quand même pas à ce point-là. Il ne faut pas se laisser avoir non plus. Enfin, en tout cas, je vous conseille pour ceux qui ne connaissent pas cette série de la découvrir. C'est toujours un plaisir. Bon, maintenant, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui la connaissent, mais qui la regardent parfois d'un œil, mais qui ont parfois des idées fausses sur oh, c'est à l'eau de rose, donc je ne regarde pas. Bah non, c'est pas si à l'eau de rose que ça. Et en plus, ça a le mérite d'être vrai et d'être fidèle, même si Michael Landon a pris beaucoup de liberté avec la vraie histoire de Laura. Il est resté dans le même esprit. C'est-à-dire que ce qui arrive d'inédit dans la série aurait très bien pu se passer dans la vraie vie de Laura, quoi. C'est pas un problème. Donc moi, c'était mon petit premier coup de cœur pour une série télé. Il y aura d'autres vidéos comme ça que je ferai sur d'autres séries. Pas sur toutes, elles ne seront pas régulières comme ça, mais enfin voilà. Il y a quand même, parce que je ne suis pas un super fan de toutes les séries télévisées non plus, je ne suis pas un fanat des séries télé. Mais enfin, il y en a quand même quelques-unes que j'aime, que j'adore beaucoup. Et de temps en temps, quand l'envie me prendra, je vous ferai une vidéo spéciale à vie sur une des séries que j'aime, comme les dessins animés et comme les films. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura distrait et donné envie de voir cette série si vous ne la connaissez pas, ou de la revoir si vous l'avez vue il y a longtemps. Et moi je vous dis à très bientôt pour la suite du Resident Evil Révélation.
Portez-vous bien, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas de laisser des petits j'aime et des commentaires, ça fait toujours plaisir. Ciao ciao. Faire un pastiche des deux choses. Mais bon, la difficulté, c'est à la fois la vraie vie de Laura Ingalls Wilder et la vie de la série télévisée. Alors je vais commencer dans l'ordre. J'ai pris quelques petites notes. Donc sur la vraie vie de Laura. Donc cette série est tirée d'une histoire vraie, hein, parce qu'il y en a qui ne le savent même pas, que Laura a vraiment existé. Alors elle est née du côté de Pepin, dans le Wisconsin, en 1867. Et elle décédera à l'âge de 90 ans, 3 jours après son 90e anniversaire, dans la ville de, que je ne dise pas de bêtises, je sais que ça se passe aux Crêtes Rocheuses, mais j'ai oublié le nom, de Mansfield. Voilà, je crois que ça s'appelle Mansfield, où elle vivra jusqu'à sa mort. Alors, hein, que j'ai revu avec plaisir quand j'étais plus vieux. Hein, et je me suis même permis d'acheter les romans. Je me suis fait plaisir en achetant les romans et en découvrant un petit peu tout cet univers qui date de la fin du 19e siècle, début du 20e, enfin surtout la fin du 19e siècle, puisque ça s'arrête aux alentours de l'année 1890, 1890. Donc, je vais vous faire. Et vous serez surpris de découvrir que j'aime aussi La Petite Maison dans la Prairie. Et oui, pour ceux qui avaient fait... Attendez, je vais éteindre la lumière parce que j'ai peur qu'il y ait un reflet. Donc voilà, j'étais à la lumière parce que j'avais peur qu'il y ait un petit reflet. Pour ceux qui connaissent ma chaîne, vous ne serez pas trop surpris de voir que je consacre une vidéo à La Petite Maison à la Prairie, étant donné que j'avais déjà mis 1 ou 2 parodies de cette série que j'adore, que j'avais découvert quand j'étais gamin. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, la chaîne de Superbe Undies, pour une vidéo surprise et inédite, puisque j'aime faire des vidéos tests sur des dessins animés ou sur des films, plutôt des vidéos spéciales à vie, pas des vidéos tests, hein, on ne teste pas un film et un dessin animé. Surprise, ici j'entame donc une vidéo à vie perso, hein, qui n'engage que moi, sur les séries. Et je commence par une petite série culte, en tout cas pour moi qui suis un fan de films d'horreur.